Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. On racontait qu'autrefois, qu'entre Noël et la fin de l'année, le temps cessait de couler comme avant. Il existe, dans le calendrier, des jours qui ne ressemblent à aucun autre. Des jours de transition, suspendus entre ce qui s'achève et ce qui s'annonce. Les cloches s'étaient tues, la terre reposait sous le givre, et durant 12 jours, 12 nuits, le monde des vivants et celui de l'invisible marchaient côte à côte. Ces nuits portaient un nom, les 12 jours, un temps ancien, redouté et respecté, où l'on fermait les portes plus doucement, où l'on observait le ciel, les rêves, les ombres, car tout pouvait devenir présage. Ce soir, dans un autre regard, nous entrerons d'abord dans les nuits des 12 esprits, là où les traditions magiques de l'hiver enseignaient comment se protéger, comment écouter les signes et comment traverser la fin de l'année sans attirer les regards indésirables. Puis viendra le moment du seuil. Dans les légendes du Nord, le premier pas posé dans une maison après minuit pouvait bénir une année entière ou la condamner. Nous écouterons donc les récits du first footing, où chaque visiteur, chaque objet porté, chaque silhouette dans l'embrasure de la porte avait son importance. Donc cette coutume ancestrale selon laquelle le premier visiteur à franchir le seuil d'une maison après minuit porterait avec lui la chance ou le malheur de toute l'année. Alors qui doit-on laisser entrer? À quelle heure? Pourquoi certaines présences étaient-elles redoutées? Nous verrons ça tout à l'heure. Et enfin, quand les 12 nuits toucheront à leur terme, les anciens se tournaient vers les nombres. Avec la numérologie de 2026, nous tenterons de lire ce que l'année nouvelle murmure déjà, ses archétypes, ses vibrations et les chemins qu'elle s'apprête à ouvrir ou à refermer. Ce soir, en tout cas, le feu est allumé, il fait froid dehors et les histoires anciennes n'ont jamais cessé de nous parler. Alors, quand on parle des 12 jours de Noël, on ne se réfère pas à la période du 25 décembre au 1er janvier. Voilà, quelque chose, les maths ne marchent pas. Alors, il s'agit d'un cycle plutôt liturgique et traditionnel qui commence le 25 décembre à Noël et se termine le 6 janvier pour l'Épiphanie. Donc, ça nous fait bien au total 12 jours et 12 nuits. Alors, le chiffre 12, déjà, lui, il est très symbolique dans de nombreuses cultures. Il y a les 12 mois de l'année, les 12 signes astrologiques, les 12 apôtres dans le christianisme. Ainsi, les 12 jours de Noël représentent un cycle complet, une unité symbolique qui permettait aux anciens de lire les présages, de pratiquer des rites et d'observer les esprits ou les phénomènes particuliers pour l'année à venir. Alors, ces 12 jours étaient considérés comme un temps sacré hors du temps ordinaire, un cycle complet pendant lequel les rites, les présages et les célébrations pouvaient tranquillement se dérouler. La période des 12 jours après Noël, c'est un moment suspendu dans le temps. Une époque où le monde, en fait, est coincé, il est entre deux réalités. La douce magie de Noël, celle des fêtes et des retrouvailles, laisse place à une autre dimension, plus secrète, plus profonde. Alors ici, il est question d'un intervalle mystique où la lumière s'efface peu à peu pour céder la place à l'obscurité hivernale, un temps où les forces invisibles se relèvent de toute leur splendeur et de toute leur dangerosité. C'est dans ce cadre que naît la Nuit des 12 esprits, une tradition ancienne qui nous invite à contempler ce passage de l'année sous un regard neuf, celui des esprits qui hantent ces nuits entre Noël et Nouvel An. Alors, les 12 jours après Noël sont inscrits dans des rites anciens comme un seuil temporel. Ce n'est pas un simple espace de transition, mais une période qui est chargée de mystères, de présages et de forces occultes. Et chaque jour correspond à un esprit particulier portant un message, une épreuve ou une bénédiction. C'est l'idée que chaque nuit de ces 12 jours soit gouvernée par un esprit précis, repose sur des traditions qui sont très anciennes,
Donc certains croient qu'il s'agit des esprits des ancêtres qui, durant cette période particulière, reviennent pour nous apporter leur lumière et leur obscurité sur les événements à venir. Dans des sociétés anciennes, ces nuits étaient observées avec une grande rigueur. Elles étaient un véritable espace de connexion avec le monde spirituel. On racontait que durant cette période, les esprits des défunts étaient particulièrement proches des vivants. Ces esprits n'étaient ni bons ni mauvais, mais incarnaient des forces plus grandes que les hommes. Des entités qui pouvaient aussi bien protéger que perturber. Le peuple observait donc attentivement les signes qui accompagnaient chaque nuit, car ces dernières étaient perçues comme des messages codés du monde des esprits, des indices du destin à venir. Alors, le premier jour des 12, il est marqué par la fête de Noël, il est associé bien sûr à un esprit de la naissance et de la lumière. C'est l'esprit qui symbolise la rédemption, le renouveau et la purification. Les festivités de Noël ne sont pas seulement une célébration chrétienne, mais aussi une occasion de marquer l'arrivée de la lumière, de l'espoir et de la vie nouvelle. Cependant, cette lumière ne reste jamais totalement pure. Elle doit lutter contre les ténèbres qui nous entourent. C'est pourquoi, dès la nuit de Noël, les premières énergies spirituelles commencent à se manifester. Le premier esprit de la nuit des 12 est celui qui marque la fin de l'obscurité hivernale et l'arrivée des premiers signes de lumière. Ce premier jour est donc porteur de bon augure, mais aussi d'un avertissement. Le monde visible et invisible sont en constante lutte. Alors, les nuits suivantes représentent des aspects différents de l'expérience humaine, des forces qui influencent notre quotidien, nos choix, nos relations et notre destin. Chaque nuit correspond à un esprit particulier, donc la deuxième nuit par exemple, c'est souvent lié à des esprits de la nature, des entités qui viennent rappeler l'importance de l'harmonie entre l'homme et son environnement. Ces esprits peuvent apporter des bénédictions sous forme de récoltes abondantes ou de saisons clémentes, mais ils peuvent aussi dénoncer les abus et la destruction de la terre. Au fil des nuits, les esprits deviennent de plus en plus mystérieux, de plus en plus puissants. La troisième nuit pourrait être celle de l'esprit des anciens savoirs, des légendes oubliées, des mystères qui nous échappent encore. On raconte que cette nuit-là, les rêves sont plus intenses, plus révélateurs. Les sages d'autrefois croyaient que les visions qu'ils percevaient pendant cette période de sommeil étaient des messages envoyés par l'univers, des présages que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Alors, ces visions pouvaient concerner les vies personnelles, mais aussi des événements collectifs, des signes qui annoncent des changements dans les royaumes humains, dans les royaumes aussi naturels ou célestes. C'est pourquoi chaque nuit, une ambiance particulière enveloppe les maisons, un peu comme si chaque être vivant devait se préparer à recevoir un message particulier. Le quatrième jour est souvent dédié à un esprit malicieux, une entité qui cherche à dérégler l'harmonie de la vie humaine. Alors cet esprit, ce n'est pas forcément malfaisant, mais il peut semer le doute et la discorde. C'est un esprit de tempête qui relève de la part du chaos qui existe en chaque être. Alors ce jour-là, il est dit que le ciel peut se fendre en éclats et les esprits de la terre, du vent et de l'eau se mélangent pour tester la patience des vivants. Alors de cette nuit naissent les épreuves qui ne se manifestent que plus tard dans l'année à venir. Alors à mesure que ces 12 nuits avancent, l'atmosphère change, les premières ont ouvert la porte, les suivantes éprouvent. Les nuits suivantes, elles sont de plus en plus rares dans les traditions populaires. Il est question d'esprits des ancêtres qui reviennent, de figures mythologiques qui hantent les lieux d'une époque révolue. Alors, ces figures, elles sont plutôt ambiguës, quelquefois porteuses de sagesse, mais aussi de danger. Et certains croient que ces esprits viennent non seulement pour guider, mais aussi pour tester les âmes. Les épreuves peuvent prendre différentes formes, des maladies mystérieuses, des accidents inexpliqués ou des malchances répétées. Mais ces esprits, en tout cas, viennent aussi poser des questions. Sommes-nous prêts à affronter nos faiblesses et nos imperfections, ou sommes-nous dignes de ce qui nous attend? Donc la cinquième nuit, elle est souvent décrite comme celle du souffle invisible. Alors, les anciens disaient que c'était la nuit où l'air lui-même devenait messager. Les craquements dans les charpentes, les courants d'air soudains, les flammes qui vacillent sans raison apparente n'étaient pas perçus comme de simples phénomènes physiques. On y voyait la présence d'esprits errants, de forces sans visage qui traversaient les villages et les forêts. Cette nuit-là, on évitait de parler inutilement. On pesait ces mots, car tout ce qui était prononcé pouvait, disait-on, se retourner contre celui qui l'avait dit. Les paroles prononcées durant cette nuit avaient un poids particulier, presque magique. Les promesses engageaient l'année entière, et les colères pouvaient attirer des mois de conflit.
Retrouvez votre rendez-vous paranormal, un autre regard, un mardi sur deux, les semaines impaires, à 21h sur Radio G. La 6e nuit marquait un tournant plus sombre. Elle était associée aux esprits du passé, à ce qui n'avait pas été en tout cas réglé. Dans de nombreuses traditions, cette nuit était consacrée aux souvenirs des morts, mais pas seulement des ancêtres bienveillants. On pensait que revenaient aussi les âmes troublées, celles qui n'avaient pas trouvé le repos. Les rêves de cette nuit étaient réputés lourds, parfois oppressants. On pouvait y voir des visages oubliés, des scènes anciennes, des regrets enfouis. Les anciens conseillaient de ne jamais ignorer ces rêves, car ils révélaient ce qui devait être compris ou réparé avant la fin du cycle. C'est une nuit donc de confrontation intérieure, une nuit où l'ombre demandait à être regardée en face. La 7e nuit, souvent considérée comme l'une des plus puissantes, se situait au cœur des 12 nuits, là où l'équilibre entre la lumière et l'obscurité était le plus ténu. Cette nuit-là était liée aux forces du destin. On croyait que les fils de la vie pouvaient être aperçus brièvement par ceux qui savaient observer. Les signes étaient partout. Un bruit soudain, un animal qui apparaissait, une sensation inexplicable de malaise ou de paix profonde. Rien n'était laissé au hasard. Dans certaines régions, on pratiquait des rituels divinatoires simples, alors non pas pour forcer l'avenir, mais pour en apercevoir la direction. Cette nuit-là rappelait que tout passage demande un choix et que l'année à venir ne se contenterait pas d'arriver, elle se construirait. La 8e nuit, plutôt, était associée aux esprits de la maison et du foyer. On pensait que les lieux eux-mêmes, en fait, avaient une mémoire, une conscience. Alors, cette nuit-là, on prêtait attention aux objets, aux bruits familiers, à l'atmosphère des pièces. Une maison trop silencieuse pouvait inquiéter, autant qu'une maison trop agitée. On nettoyait symboliquement les seuils, on rangeait, non par souci d'ordre, mais pour apaiser les forces invisibles attachées au lieu. Il était dit que les maisons mal préparées pouvaient devenir lourdes pour toute l'année à venir, tandis que celles respectées et honorées offraient protection et stabilité. Cette nuit rappelait que l'humain n'habite jamais seul. La 9e nuit plongeait plus profondément encore dans le mystère. Elle était souvent reliée aux esprits de la nature sauvage. Forêts, eaux, montagnes, champs endormis sous le gel, tout ce qui échappait au contrôle humain reprenait symboliquement sa place. Les tempêtes, le vent, les chutes de neige soudaines étaient interprétées comme des manifestations de ces forces anciennes. Cette nuit-là, on évitait donc les déplacements inutiles. On racontait que certains voyageurs avaient entendu des voix, vu des formes ou encore s'étaient égarés sans raison apparente. Ce n'était pas une nuit de peur, mais de rappel. La nature, même endormie, reste souveraine. Elle n'oublie rien et ne pardonne pas toujours. La 10e nuit était redoutée par son silence. Ce n'était pas une nuit de manifestation visible, mais une nuit lourde, dense, presque immobile. Les anciens disaient que c'était la nuit où les esprits du seuil prenaient place. Des forces sans visage, qui sont ni bienveillantes ni hostiles, mais qui sont chargées de veiller sur les passages, les fins et les commencements. Cette nuit-là, le monde semblait ralenti, comme si chaque geste demandait un effort supplémentaire. On ressentait une fatigue inhabituelle, une mélancolie diffuse, parfois une impression de vide. Ce n'est pas une faiblesse, mais le signe que l'année finissante pesait encore sur les épaules. Alors, durant cette 10e nuit, on évitait toute décision importante. Les anciens recommandaient de ne pas trancher, de ne rien promettre, de ne pas s'engager. Le regard devait rester tourné vers ce qui s'achève, non vers ce qui vient. Les rêves pouvaient être confus, fragmentés, faits de souvenirs mêlés, de scènes incomplètes. Ils n'étaient pas là pour prédire, mais pour délier. Cette nuit invitait à laisser tomber ce qui ne pouvait plus être porté. Ce qui persistait, malgré tout, était destiné à traverser le seuil. Le 11e nuit marquait un changement subtil mais profond. C'est plus une nuit de poids, mais une nuit de réajustement. Les esprits qui circulaient alors n'étaient plus errants. On disait qu'ils remettaient de l'ordre. Donc, dans les récits anciens, cette nuit était associée aux forces de l'équilibre, celles qui apaisent après le trouble. Les tensions des nuits précédentes semblaient se dissiper doucement, laissant place à une forme de clarté intérieure. Les rêves de la 11e nuit étaient réputés plus calmes,
parfois lumineux, même lorsqu'ils évoquaient des sujets graves. On pouvait y percevoir des symboles simples, un chemin, une porte, une eau tranquille, une lumière lointaine. Ces images n'étaient pas des réponses directes, mais des orientations. Elles indiquaient que le passage était en train de se faire, que l'année nouvelle commençait déjà à se dessiner discrètement. Cette nuit-là, les anciens prenaient soin de leur foyer. Alors non pas par crainte, mais par reconnaissance. On rangeait, on nettoyait, on fermait les portes avec attention. Chaque geste devenait un acte symbolique. On préparait l'espace pour ce qui allait venir, sans chercher à le forcer. La 11e nuit enseignait que l'ordre véritable ne se décrète pas, il s'installe. Et lorsque cette 11e nuit touchait à sa fin, le monde semblait plus léger. Le cycle des 12 nuits n'était pas encore achevé, mais l'essentiel avait été traversé. Il ne restait plus qu'à sceller, à accepter, à refermer doucement ce temps hors du temps. La 11e. Alors cette 12e nuit, elle est placée sous le signe de la réconciliation. Alors réconciliation avec l'année écoulée, avec ses erreurs, avec ses pertes, ses renoncements, ses disparitions également. On se réconcilie aussi avec soi-même. Les anciens invitaient à ne rien demander cette nuit-là. Pas de souhait, pas de promesse, pas d'oracle, seulement de l'acceptation. Car demander encore, disait, revenait à refuser de laisser partir ce qui devait l'être. Le monde reprenait lentement sa respiration normale. Les frontières entre les plans se refermaient, comme une porte que l'on referme doucement pour ne pas déranger ce qui se repose encore derrière. Les rêves devenaient plus clairs, moins chargés, parfois presque apaisants. On racontait que ceux qui rêvaient durant cette nuit recevaient non plus des avertissements, mais des réponses. Cette nuit-là, les maisons étaient laissées dans un calme particulier. On éteignait certaines lumières, on parlait à voix basse, et dans certaines régions, on laissait une bougie allumée jusqu'au matin, non pas pour appeler les esprits, mais pour indiquer que le passage avait été respecté. C'était une lumière de clôture, une lumière d'adieu. On croyait aussi que cette 12e nuit scellait l'année à venir, non pas en décidant de tout, mais en fixant une tonalité, une vibration générale. Si la nuit était paisible, l'année le serait dans son essence, même si elle devait traverser des épreuves. Alors si elle était lourde, agitée, troublée, cela annonçait une année de travail intérieur, de transformation profonde. C'est pourquoi nos anciens accordaient tant d'importance à l'état d'esprit dans lequel on traversait cette nuit. Le calme était une offrande et le silence une protection. Et lorsque l'aube de cette 12e nuit se levait, les 12 jours prenaient fin, le monde revenait plus dense, plus concret. Les esprits se retiraient, les signes se taisaient. Il reste tout de même quelque chose, une trace, un souvenir diffus, parfois imperceptible, qui accompagnait les êtres tout au long de l'année. Ceux qui avaient pris le temps d'écouter disaient reconnaître des mois plus tard l'écho d'une intuition, d'un rêve ou d'un pressentiment né durant ces nuits. Ainsi se refermait le cycle des 12 esprits, sans fracas, sans annonce, simplement par un retour à l'ordre du monde. Et dans ce retour, une promesse silencieuse, celle que le temps, lorsqu'on sait peut encore parler. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Ainsi, les 12 jours après Noël, au-delà de l'aspect festif que l'on connaît aujourd'hui, sont un véritable carrefour mystique. C'est une période d'une rare intensité où les esprits du monde ancien et du nouveau, des morts également, viennent nous offrir leurs bénédictions ou leurs épreuves. C'est un moment pour se réconcilier avec soi-même et avec l'invisible. Ceux qui vivent pleinement cette période peuvent, dit-on, entrevoir l'avenir, comprendre le passé et même trouver leur place dans l'ordre du monde. Pour les autres, ce n'est qu'un temps de fête et de réjouissance, mais pour ceux qui savent écouter le silence de la nuit des 12 esprits demeure une invitation à voir plus loin, à comprendre plus profondément, à se préparer à affronter les mystères de l'année à venir. Alors, les 12 jours de Noël, en dépit de la confusion apparente avec le calendrier moderne, donc je rappelle que c'est la période qui va de Noël à l'Épiphanie le 6 janvier, reste en tout cas une période qui est riche de mystères
et de tradition. Ce cycle symbolique, du coup, est un moment où l'invisible se fait plus proche, où les esprits errants et les présages prennent forme. Chaque nuit, chaque jour est une porte qui s'ouvre sur des révélations subtiles, des épreuves et des bénédictions. Une période qui nous invite à l'introspection, à la contemplation des mystères anciens et à la préparation de l'âme pour l'année à venir. Alors que l'on soit initié ou simple curieux, cette période mystique entre Noël et l'Épiphanie nous offre une chance unique de reconnecter avec les traditions oubliées, de se nourrir de ces énergies invisibles qui régissent le monde et de faire entrer la magie dans nos vies. Dans les ombres de ces nuits, les esprits nous parlent, les signes se révèlent et le cycle de la vie, du temps et de la lumière s'accomplit. Alors ainsi que l'on choisisse de suivre les rituels ou simplement d'écouter le silence de la nuit, les 12 jours en tout cas restent un appel à vivre pleinement le passage entre ces deux mondes, à découvrir ce qui se cache derrière le voile des apparences et à honorer le temps magique des fêtes de fin d'année. Que ces 12 jours après Noël nous ont plongés dans un univers où l'invisible se manifeste et les présages se font plus tangibles, une autre tradition, tout aussi fascinante, vient compléter ce tableau mystique. The First Footing. Cette coutume ancestrale, véritable porte d'entrée vers les nouvelles années, nous invite à réfléchir au premier visiteur de l'année, ce personnage énigmatique, celui qui franchit le seuil de la maison le soir du Nouvel An est porteur de présages. Bonheur ou malheur, chance ou épreuve, un simple geste, mais lourd de sens. Alors avant de se lancer dans The First Footing, je vous propose une petite pause musicale avec Lorena McKennett. Vous êtes de retour sur Radio G. Un autre regard, nous avons vu tout à l'heure les 12 jours suivant Noël, les visites des esprits, leurs messages et leurs avertissements. Tout aussi mystérieuses et puissantes, une autre tradition s'invite à la frontière de la nouvelle année, The First Footing. Alors dans le folklore des pays celtiques, mais aussi dans certaines régions d'Angleterre, ce rituel ancien veille à ce que la nouvelle année commence sous les meilleurs auspices. Le concept est simple et à la fois fascinant. Le premier pas franchi dans une maison après minuit, le premier visiteur est porteur de chance ou de malheur pour celui ou ceux qui l'accueillent. Mais derrière ce geste apparemment banal se cache un monde symbolique riche, complexe et profondément ancré dans les croyances ancestrales. Alors cette tradition ne se limite pas à une simple superstition, elle révèle une manière de penser le temps, les seuils et la relation entre les hommes et le sacré. La nouvelle année n'est pas venue comme un simple changement de date, mais comme un cycle qui doit être respecté, observé et accueilli avec attention. Le first footing agit comme un lien entre l'ancien et le nouveau, entre le visible et l'invisible, entre les vivants et les forces qui régissent le destin. Alors, The First Footing plonge ses racines dans les traditions païennes et celtiques, bien avant que Noël et le Nouvel An soient fixés dans le calendrier moderne. Dans les anciennes croyances, le passage d'une année à l'autre était un moment critique. Les anciens considéraient que les forces invisibles de l'univers étaient particulièrement actives, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc il fallait se protéger, la maison, la famille, le foyer, tout en accueillant les énergies favorables. Alors le visiteur qui franchissait le seuil symbolisait donc ses forces. S'il était porteur de vertu, vigueur, prospérité, chaleur, il annonçait une année prospère. S'il apportait le désordre, la faiblesse ou la division, il apportait donc des épreuves. Les anciens considéraient, ils associaient également certaines caractéristiques physiques aux visiteurs à la chance. Il était grand, brun, robuste et masculin dans les traditions classiques. Si les cheveux étaient clairs, ils étaient parfois considérés comme malchanceux, associés aux invasions anciennes, donc on parle des Normands par exemple, aux esprits étrangers. Alors, the first footing n'est pas une simple passage de porte, c'est un rituel complet qui se prépare dans les dernières heures de l'année et qui se vit pleinement à minuit. Chaque détail compte, chaque objet a sa signification et chaque geste est pensé pour attirer la chance, la prospérité et la protection. Donc avant minuit, la maison elle-même devient un espace sacré. On balaie, on nettoie chaque pièce pour chasser les énergies stagnantes de l'année passée. Les cheminées sont préparées avec soin, parfois avec du charbon ou du bois sec, afin que le feu brûle toute l'année, symbole de la chaleur et de protection. Une bougie est souvent allumée dans l'entrée ou sur la table pour guider le visiteur et les forces invisibles, éclairer le seuil et marquer le passage du temps.
Certains foyers disposaient également de sel à l'entrée ou sur les rebords des fenêtres, alors pas pour décorer, mais pour purifier et protéger. Le sel était considéré comme un lien entre les forces de la terre et de la mer, capable d'éloigner les mauvais esprits et d'attirer l'abondance. Il y a également le choix du visiteur. Donc la personne qui franchit le premier pas dans la maison après minuit est primordiale. Alors, traditionnellement, on préférait que ce soit un homme brun, grand et robuste, porteur de force. Les visiteurs aux cheveux blonds ou roux étaient parfois évités car certaines croyances anciennes associaient ces traits à la malchance. Alors, le first footing, c'est pas un acte de politesse ou de hasard, c'était un rituel qui scellait le destin de la famille pour l'année à venir. Alors, selon effectivement les régions et les familles, les visiteurs pouvaient apporter différents objets, différentes offrandes, avec chacune bien sûr sa propre signification. Le charbon de bois ou un petit fagot de bois porte du coup pourra porter la chaleur et la prospérité afin que le foyer reste vivant et protégé. Le pain pouvait être un symbole d'abondance, de nourriture et de continuité de la vie, du sel pour la purification, la protection et la stabilité de la famille, du whisky, du vin ou de la bière, c'était offert en signe de convivialité, de joie et de célébration. Et plus rare bien sûr, pouvaient être offertes des pièces de monnaie ou de l'or, et là c'était clairement pour attirer la richesse et la sécurité matérielle. Alors chaque objet était accueilli avec soin et intégré dans le foyer selon un genre de logique rituelle, hein. Charbon dans la cheminée, du sel dans les coins, du pain sur la table et des boissons sur un plateau. L'entrée du visiteur était accompagnée de gestes précis et de paroles rituelles. On pouvait lui demander de poser le pied droit en premier pour symboliser la chance, ou de prononcer un vœu ou une bénédiction. Dans certaines familles, le visiteur devait tourner 3 fois devant l'entrée avant d'avancer et saluer chaque membre de la maison avec des mots précis. On offrait un verre au visiteur qu'il devait boire pour sceller la prospérité et la joie. Et dans d'autres cas, le visiteur pouvait répandre un peu de sel ou de charbon sur le seuil, hein, comme pour purifier là encore l'espace. Ce qui est intéressant également, ce sont les variations régionales. Hein, le first footing en Écosse est souvent un acte communautaire. Le premier visiteur pouvait parcourir plusieurs foyers pour apporter chance et protection à tout son voisinage. La boisson était offerte, souvent du whisky, qui symbolisait la joie partagée. Alors qu'en Irlande, l'accent était mis sur les objets symboliques. Pain, charbon et sel devaient être apportés pour assurer abondance et sécurité. En Angleterre du Nord, on insistait sur la posture et les gestes du visiteur car chaque mouvement pouvait influencer les présages. Ces variations montrent que malgré les différences locales, la logique en tout cas restait la même, accueillir avec soin et respect un visiteur porteur de présages pour l'année à venir. Alors au-delà des objets et des gestes, le first footing symbolise le passage entre l'ancien et le nouveau, le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. Chaque détail est donc un pont entre les forces du temps qui s'achèvent et celles de l'année qui commence. C'est donc un rituel de respect, d'observation et d'intention, où la chance et la prospérité ne sont pas forcées, mais quand même grandement invitées avec soin et conscience. Comme on disait tout à l'heure, on met également soin sur le détail. Outre le côté brun, blond, roux, on aimait également que le visage soit souriant et la démarche assurée, car ça annonçait des mois heureux, des relations harmonieuses et la réalisation des projets. Et si le regard de l'invité était fuyant ou mal assuré, on pouvait donc présager des obstacles, des tensions familiales ou des décisions difficiles à prendre. Mais on ne se contentait pas de l'accueillir, on observait également les signes dans la maison après l'entrée du visiteur. Donc les anciens n'observaient pas seulement le visiteur, mais aussi l'effet de son passage sur la maison et ses habitants. Donc on regardait par exemple la flamme de la bougie qui vacille mais qui reste allumée. Ça présage que les forces invisibles sont à l'œuvre et qui apportent protection et guidance. Si la cheminée brûlait vivement, on annonce une année chaude, vivante et prospère. Si on a le calme inhabituel ou un silence, là, on pouvait noter que c'était signe de paix et de stabilité pour les mois à venir. Et si au contraire, on avait de l'agitation soudaine, comme des objets qui tombent, des bruits, ça pouvait indiquer des épreuves ou des surprises, mais aussi la présence active des forces invisibles. Chaque détail observé est un rappel donc que l'année à venir n'est pas un simple hasard. Elle dépend des gestes, de l'attention et du respect du passage. Donc, the first footing est donc un rituel qui enseigne la vigilance, la gratitude et la conscience, tout en célébrant la magie discrète des commencements.
Alors, de nos jours, ces traditions continuent sous différentes formes, hein. Beaucoup adaptent les rituels. Le charbon peut être remplacé par une bougie allumée, le pain par une pâtisserie festive et le whisky, pourquoi pas, par un toast symbolique. Et l'accent est davantage mis sur le geste symbolique et l'intention plutôt que la stricte observance des critères anciens. Certaines familles font entrer le first footing dans un contexte convivial et festif, célébrant à la fois le lien social et la magie du passage d'année. Alors, les récits de first footing sont nombreux et fascinants. Dans certaines familles écossaises, un visiteur brun et robuste aurait apporté une année de récolte exceptionnelle et de prospérité financière. Dans d'autres récits, le mauvais choix du premier visiteur aurait été suivi d'une année de conflit, de maladie ou de malchance. Alors, ces histoires, elles ont été transmises de génération en génération. Elles ont contribué à renforcer l'importance de ce rituel et en préserver la mémoire. Les anciens croyaient également que ce visiteur ne devait jamais franchir le seuil avec des chaussures sales ou en désordre, car chaque détail pouvait influencer sur la chance. En tout cas, ce first footing nous enseigne que le passage d'une année à l'autre n'est jamais anodin. Chaque seuil, chaque geste, chaque rencontre, en fait, finalement, a un poids symbolique. Le premier visiteur devient donc le messager d'un futur à la fois incertain et porteur de promesses. N'oubliez pas, dans une période où, à Noël, tout est possible. Alors, comme avec ces 12 jours de Noël et ces 12 esprits, ces traditions anciennes nous invitent donc à observer, à respecter et à accueillir les signes que l'univers nous envoie. Elles nous rappellent que chaque commencement est sacré, que chaque pas compte et que parfois un simple geste peut déterminer l'harmonie ou l'équilibre de l'année entière. En somme, le first footing nous rappelle que chaque seuil, chaque premier pas, chaque rencontre à l'aube d'une nouvelle année est porteur de sens et de symboles. Ce n'est pas un simple rituel folklorique, c'est une manière de dialoguer avec le temps, de reconnaître le passage entre l'ancien et le nouveau, et une façon de se placer en harmonie avec les forces qui régissent notre destinée. Alors que ce soit dans les Highlands d'Écosse, dans les villages d'Irlande ou dans le nord de l'Angleterre, la tradition révèle en tout cas un point commun. Le visiteur, ses gestes, ses offrandes et son intention incarnent les présages pour les mois à venir. Et à comprendre que le commencement de l'année est un moment sacré où le futur peut être influencé par l'attention et l'intention de chacun. Et afin de réfléchir à cela, je vous propose une petite pause musicale. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Vous voilà revenu sur Radio G Angers 101.5 FM. Après avoir franchi ensemble le seuil des traditions et des présages portés par le first footing tout à l'heure, nous tournons maintenant notre regard vers une discipline tout aussi ancienne et mystérieuse, mais cette fois tournée vers les nombres et les vibrations qu'ils portent, la numérologie. Alors, nous invite en tout cas à lire l'année à venir comme un livre secret, où chaque chiffre résonne avec des énergies particulières, des tendances, des archétypes. Tout comme le premier visiteur peut influencer la chance d'une maison, les chiffres influencent notre destin collectif et individuel, relevant des forces invisibles qui guideront 2026. Alors préparez-vous à explorer avec moi ce langage ancien, à découvrir les messages cachés et à percevoir comment ils peuvent éclairer nos choix et nos chemins pour l'année 2026 qui va pas tarder à commencer. Alors, la numérologie, c'est une pratique millénaire qui nous offre une lentille unique pour observer l'énergie d'une année, ses tendances, ses archétypes. Chaque chiffre est porteur d'une force invisible, un écho des cycles de la vie et de l'univers. Alors pour 2026, ces nombres dessinent un paysage énergétique particulier. Certains invitent à la créativité et à l'innovation, d'autres à la prudence ou à la réflexion, et tous sont reliés à des archétypes puissants qui influencent notre destin collectif et individuel. Alors, à travers ce langage ancien, nous pouvons percevoir des rythmes subtils de l'année à venir, comprendre les opportunités et les défis qui se profilent et préparer notre esprit à accueillir ce temps nouveau avec conscience et sagesse. Alors, bien sûr, la numérologie ne va pas prédire votre futur, elle le révèle en le mettant en lumière les forces invisibles qui façonnent nos vies. Alors, laissez-vous guider maintenant, écoutez leurs vibrations et découvrez ce que 2026 réserve à ceux qui savent lire les signes. Alors déjà, le nombre universel 2026. Alors pour calculer le nombre universel de l'année, on additionne tous les chiffres ensemble, donc facile, 2026, 2 plus 2 plus 6, on a 10 qu'on réduit à 1.
Donc le chiffre 1 symbolise le commencement, la nouveauté, l'indépendance et l'affirmation de soi. C'est le chiffre du pionnier, de l'initiateur, de celui qui trace un chemin nouveau où rien n'existe encore. Alors dans le langage de la numérologie, il invite à oser, à entreprendre, à prendre des décisions courageuses. Mais le 1 n'est pas seulement synonyme de liberté, il appelle aussi à la responsabilité et à la conscience de ses choix. Chaque action entreprise sous l'énergie de cette année aura des conséquences amplifiées, bonnes ou mauvaises. Et il faudra veiller à ce que nos intentions soient claires et alignées avec notre chemin de vie. Et ça va dépendre du chemin de vie de chacun. Alors, les tendances collectives de l'année 2026. Alors, les vibrations du 1 influencera non seulement notre vie individuelle, mais également le cours des événements collectifs. Donc, qu'est-ce que nous suggère le 1 ? Alors, 1, innovation et audace. Donc, les projets inédits, de la créativité, des idées originales seront favorisés. Une période où il devient possible de transformer les rêves en réalité. C'est aussi du leadership et de l'initiative. Donc, les individus, mais aussi les communautés sont appelés à assumer des responsabilités, à faire preuve de courage et à inspirer par l'exemple. Indépendance et autonomie, donc chacun pourra renforcer son pouvoir personnel, mais aussi devra éviter l'égocentrisme et la solitude. L'équilibre entre initiative personnelle et collaboration sera donc essentiel. Et puis l'année sera marquée par des situations inattendues qui nécessitent adaptation, flexibilité et discernement. Donc là, on a des changements rapides et des opportunités. Donc cette vibration collective traduit en tout cas un moment de transition. Le 1 marque la fin d'un cycle et le début du nouveau, comme pour le first footing finalement. L'entrée dans l'année doit se faire avec intention, conscience et respect des forces invisibles. Alors, en tout cas, on a dit tout à l'heure que chaque chiffre correspond à des archétypes universels qui représentent les forces et les leçons à intégrer. Alors, quels sont les archétypes associés à 2026 ? On a le pionnier, celui qui ose, qui explore l'inconnu, qui ouvre de nouvelles voies. On a également le leader conscient. C'est celui qui inspire, qui guide avec responsabilité. On a l'individu créatif et autonome. Chaque personne est invitée à exprimer ses talents uniques et à se réinventer. Et puis c'est là le maître de soi. Le 1 nous rappelle que la maîtrise intérieure et la clarté d'intention sont la clé pour transformer les opportunités en réussite. Donc ces archétypes offrent une lecture symbolique de l'année, mais ils servent aussi de guide pratique. Ils montrent comment agir en harmonie avec l'énergie dominante et comment tirer parti des forces invisibles qui nous entourent. Alors au-delà du ce nombre universel de 2026, chaque individu possède un nombre personnel de l'année. Il est calculé à partir de la date de naissance. Et ce nombre permet de comprendre comment l'énergie collective va interagir avec notre trajectoire personnelle. Bah oui, pour certains, 2026 sera une année de lancement et de projets audacieux, où le courage et l'initiative seront mis en avant. Pour d'autres, ce sera un temps de préparation et de réflexion, où l'observation et la prudence précèdent l'action. Alors, le calcul du nombre personnel permet également de révéler les moments clés, les périodes propices aux décisions importantes à la créativité, ou celles où il faut mieux rester attentif aux signes et aux opportunités et attendre un peu. Alors, cette lecture personnalisée transforme la numérologie en tout cas en véritable outil de guidance intérieure, un petit peu comme un phare qui nous éclaire quelque peu. Alors, 2026 s'inscrit aussi dans plusieurs cycles numériques et vibratoires. Donc les cycles sont toujours de 9 ans. Chaque année fait partie d'un cycle plus large de 9 ans. Et le 1 marque le début d'un nouveau cycle. Donc là aussi, on est sur un double 1. Ça invite à poser des bases solides et à envisager le long terme. Chaque mois et chaque jour révèlent leurs propres vibrations, ce qui ouvre des fenêtres d'opportunités pour lancer des projets. En tout cas, quels sont mes conseils pratiques pour 2026 en harmonie avec la vibration ? C'est oser initier. Donc lancer des projets, entreprendre des actions courageuses, se reconnecter à ses ambitions et à son envie. Se connaître également soi-même. Il faut comprendre ses forces, ses talents et ses aspirations profondes pour agir en alignement avec nos convictions et les énergies du moment. Il faut agir avec conscience. Chaque geste compte car la vibration du 1 amplifie les résultats. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il faut être flexible et attentif aux signes. L'année peut présenter des surprises. Il faut savoir donc s'adapter, c'est essentiel. Et harmoniser vie personnelle et vie collective. Alors si le 1 va favoriser l'indépendance, elle rappelle aussi que nous vivons dans un monde d'énergie partagée. Alors ainsi, 2026, sous la vibration du chiffre 1, est une année de renouveau, de courage et de responsabilité. Alors comme le first footing de tout à l'heure, elle scelle la chance pour l'année à venir. La numérologie nous rappelle que nos choix,
nos gestes et nos intentions façonnent notre chemin. C'est une année pour oser, pour créer, pour se réinventer, pourquoi pas, mais aussi pour rester conscient et aligné avec nos valeurs et nos intentions. En écoutant les nombres, en percevant leurs vibrations, nous pouvons comprendre les forces invisibles qui guident notre vie et transformer cette année en un cycle porteur de découvertes, d'opportunités et de transformations profondes. Avant de faire ma petite conclusion générale et de vous présenter mes vœux, je vous propose un petit morceau musical. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. De retour sur Radio G Angers, nous avons vu ensemble les traditions des 12 jours entre Noël et l'Épiphanie. Nous avons appris des traditions du first footing et nous avons lu les énergies de l'année à venir avec la numérologie. Alors que notre voyage à travers les traditions et les mystères des fins touche à sa fin, nous avons exploré ensemble les 12 jours des esprits, ces moments où le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, où chaque geste, chaque pensée, chaque rituel porte en lui un pouvoir ancien. Nous avons suivi The First Footing, ce premier pas symbolique de l'année qui scelle chance et prospérité, et nous avons plongé dans l'énergie de 2026 à travers la numérologie, pour comprendre les vibrations, les archétypes et les forces invisibles qui guideront notre chemin. Ces traditions et ces nombres nous rappellent que le temps n'est jamais neutre, il est chargé de symboles, de signes et de possibilités. Il nous appartient donc, dans le nouveau cycle, avec attention, intention et respect, de marcher avec conscience et de laisser les forces invisibles inspirer nos choix. Alors pour bien commencer l'année, je vous emmènerai à la découverte de l'étrange et du mystérieux, la prochaine fois avec 3 thématiques fascinantes. La première, le hoodoo, aussi appelé rootwork ou conjure, découvrez cette magie afro-américaine, ses origines, ses rituels et la manière dont elle est pratiquée aujourd'hui. Entre protection, sort et tradition ancestrale, nous plongerons dans un univers riche et puissant. Puis nous prendrons de la hauteur dans le ciel, nous ferons le retour sur la fameuse observation du 13 mars 1997 en Arizona au-dessus de Phoenix, où d'étranges lumières ont illuminé le ciel pendant plusieurs heures. Des milliers de témoignages, des films, des tentatives d'enfumage. On reviendra sur les lumières de Phoenix et sur cette observation incroyable. Et enfin, fantômes et hôpitaux. Quand les lieux de soins deviennent le théâtre d'apparitions spectrales, nous explorerons des histoires troublantes d'hôpitaux ou de lieux de soins hantés et tenterons de comprendre pourquoi certains esprits semblent s'y manifester. Une émission immersive entre magie, paranormale et phénomènes inexpliqués pour ouvrir les portes de l'invisible et commencer 2026 sous les signes du mystère. On se donne rendez-vous le 13 janvier à 21h dans un autre regard. Alors à vous, chers auditeurs, avant de partir, je souhaite pour cette nouvelle année la clarté dans vos décisions pour que chaque pas que vous ferez vous rapproche de votre vérité. Je vous souhaite également force et courage pour oser entreprendre, créer et vous réinventer. Je vous souhaite de la protection et de la sérénité pour que les esprits bienveillants et les bonnes vibrations vous accompagnent à chaque instant. Et enfin, je vous souhaite de la magie du quotidien, celle qui se cache dans les gestes simples, les rencontres et les instants de beauté qui illuminent nos vies. Alors que 2026 soit pour chacun une année riche en découvertes, en transformation et en enchantement. Une année où le visible et l'invisible s'entrelacent pour vous guider sur votre chemin. On se retrouve en 2026. D'ici là, gardez un œil ouvert et prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris,
c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.